Bonjour, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler de la COP21, de la relation entre Israël et les États-Unis à l'heure où Trump crée le scandale. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'infos. Pour la première fois dans l'histoire du royaume saoudien, les femmes ont voté lors d'élections municipales auxquelles 900 d'entre elles sont également candidates, aux côtés de 6000 hommes. Les talibans ont lancé une offensive meurtrière contre l'aéroport de Kandahar. 50 personnes ont trouvé la mort, dont 10 soldats, 2 policiers et 38 civils. D'après le journal Bloomberg, l'Iran aurait commencé à retirer ses troupes de Syrie dans le cadre d'une réduction des forces iraniennes présentes dans la zone de combat en Syrie. Entre 700 et 1000 soldats iraniens des gardiens de la révolution se trouvent actuellement en Syrie. Le Conseil national électoral vénézuélien a largement remporté les élections. Le président Maduro a reconnu sa défaite et a appelé le gouvernement à démissionner. Un officier de réserve de l'armée israélienne qui a combattu lors de l'opération Bordure protectrice pendant l'été 2014 dans la bande de Gaza a été arrêté à son arrivée dans un aéroport de Grande-Bretagne en raison d'une plainte déposée contre lui pour avoir été impliqué dans, je cite, des crimes de guerre. Un accord historique a été trouvé à la COP21 à Paris, signé par 195 pays des Nations Unies. L'accord de 39 pages vise à contenir essentiellement le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. On écoute tout d'abord un extrait de la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Et tout de suite après l'annonce de l'accord, nous avons joint notre correspondant aux affaires internationales. Bonjour Christian Mallard. Bonsoir, merci. Alors, que disent exactement les termes de l'accord de la COP21 ? Les deux grands points clés, c'est que tout d'abord, tout le monde serait d'accord pour dire que le degré de réchauffement climatique d'ici 2100 serait 2 degrés, peut-être même 1,5 degré. C'est en tout cas un souhait formulé par les pays africains en particulier et les pays des îles qui risquent d'être submergés par les flots si la température ne fait qu'augmenter, si elle venait par exemple à passer à 3%, à 3 Celsius. Donc si vous voulez, il y a déjà une sorte d'accord qui s'est dessiné dans ce domaine. Et puis le deuxième gros problème qui semblerait être résolu, c'est en effet le financement de la lutte contre le réchauffement climatique, où là, il y aura un équilibre qui aurait été trouvé, un accord entre les pays dits riches, les pays développés, et les pays vulnérables, les pauvres, les pays émergents. Donc ça, c'est important. 100 milliards de dollars d'ici 2020. Et puis, ça sera une somme planchée qui peut être revue à la hausse chaque fois, tous les 5 ans, à partir de 2020. Donc là, je pense que c'est pour rassurer les pays pauvres, les pays en voie de développement, qu'ils demandaient avec insistance. Christian, est-ce qu'il s'agit d'un accord historique ? Si ces points sont respectés, ça sera un accord historique, comme l'a dit le président Hollande et Laurent Fabius, qui a été un remarquable président de la COP21. On aura un accord universel, un accord historique, parce que quand on pense à ce qui s'est passé il y a 6 ans à Copenhague, où on a attendu toute la nuit pour entendre à 3 heures du matin que c'était un échec à cause des Chinois et en particulier aussi des Américains, les grands pays les plus pollueurs de la planète, là aujourd'hui visiblement, quoi qu'il arrive, il y a une dynamique qui a été impulsée, il y a une nouvelle vision qui a été donnée maintenant du problème qui se pose à l'ensemble de la planète. Et je crois qu'il y a eu cette volonté dès le départ affichée par les Français, pays organisateurs de cette COP21, pour faire prendre conscience à l'ensemble de leurs partenaires des enjeux qui étaient là, qui sont importants pour le siècle à venir. Et en même temps, la question en effet, c'était de savoir si les 195 pays qui sont présents à l'ONU et qui sont présents à cette COP21 veulent créer enfin un véritable ONU de l'environnement avec un véritable pacte climatique destiné à sauver la planète. Merci beaucoup Christian Mallard en direct de Paris.
Le candidat à l'investiture républicaine Donald Trump a créé une nouvelle fois le scandale la semaine dernière en annonçant vouloir interdire les musulmans d'entrer aux États-Unis. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Avi Pazner, bonjour. Bonjour, Vous êtes Julien. ancien ambassadeur d'Israël en France. On va parler avec vous évidemment de l'aspect diplomatique de cette affaire. Tal Shalev, bonjour. Vous êtes correspondante pour les affaires diplomatiques d'I24 News en anglais. Tal, avant tout, est-ce que Donald Trump s'est disqualifié pour la course à la présidentielle ? Eh bien, je pense que Trump représente une idée. Il n'est pas seulement un candidat. Il ne parle pas seulement en son nom, mais il représente une idée qui parle à de nombreuses personnes aux États-Unis. L'idée d'absence de politiquement correct et d'absence de frontières, essentiellement. Et cela reflète le dédain public envers la politique actuelle. Alors, est-ce que je pense qu'il n'est pas un candidat légitime ? Je pense qu'il est bien un candidat légitime, mais bien sûr, il lui faut changer de rhétorique à propos des musulmans qui entrent aux États-Unis. Il est allé trop loin. Et la Maison-Blanche, de ce point de vue, se devait d'émettre ce genre de commentaires. Mais les sondages d'opinion montrent qu'avec de telles opinions, Trump est un candidat bel et bien légitime à la présidentielle de 2016. Absolument. Le porte-parole de la Maison-Blanche avait annoncé que sa candidature était disqualifiée aux yeux de la Maison-Blanche en raison de ses propos. Mais habituellement, après chaque scandale, il monte dans les sondages. Est-ce que cette fois-ci, ça va encore lui profiter ? Eh bien, je pense que d'après ce que nous avons vu jusqu'ici, il va continuer sur cette voie. Cela ne va pas lui faire du tort dans les sondages, du moins pas dans l'immédiat. Mais l'on assiste bien à un processus émanant du Parti républicain pour essayer de prendre ses distances de Trump petit à petit. Cette fois-ci, nous avons vu Paul Ryan, le porte-parole de la Chambre des représentants, qui a dit de façon très claire que cela n'était pas représentatif des positions républicaines. Et je pense clairement que s'il poursuit avec cette rhétorique, ce style et ces déclarations scandaleuses, il va se mettre tout seul à la marge du Parti républicain. Et même si les sondages lui sont favorables, le parti lui-même ne voudra pas de lui en tant que dirigeant car il n'aura aucune chance de réellement gagner cette course à la Maison-Blanche. Avi, Donald Trump voulait venir à Jérusalem. Il a même annoncé avoir l'intention de monter sur le mont du Temple et l'esplanade des mosquées. 37 députés israéliens avaient appelé Netanyahou à ne pas le rencontrer. Finalement, Trump a annulé sa visite, mais Netanyahou souhaitait le rencontrer. Est-ce que Netanyahou avait raison de vouloir le rencontrer ? Écoutez, je crois que je ne vais pas vous surprendre quand je vous dirai qu'en diplomatie, les choses n'arrivent pas par hasard. Netanyahou voulait le rencontrer avant sa déclaration contre les musulmans. Depuis sa déclaration contre les musulmans, Netanyahou craignait beaucoup cette visite. Et donc, quand Trump a annulé sa visite, quand il a déclaré qu'il a annulé sa visite, c'était sûrement après des allusions et des messages qu'il a dû recevoir de Bibi ou de lui-même ou des gens de Bibi, parce que s'il était venu en Israël, sa réception aurait été tellement violente, c'est-à-dire l'accueil, que ça lui aurait porté préjudice en Amérique. Vous vous rendez compte ? Il parle contre les musulmans, il arrive en Israël et il y a, mettons, des manifestations monstres contre lui, ou 50 ou 60 membres de la Knesset qui signent une pétition. Donc il a décidé que ce n'était pas bon pour lui de venir en Israël, et je crois que Bibi était très soulagé. Tal, vous êtes d'accord avec Avi, vous pensez qu'une telle visite en Israël aurait pu être une catastrophe pour sa campagne électorale ? Je ne sais pas si cela aurait été une catastrophe pour sa campagne, mais par contre, je pense que cela aurait été une catastrophe pour Netanyahou. Donc l'annulation de Trump a épargné à Netanyahou une grosse migraine. Premièrement, car Netanyahou doit être extrêmement précautionneux quant à tout ce qui touche les élections aux États-Unis, mais aussi parce que Netanyahou a prononcé lui aussi des propos très dénoncés à la veille des élections israéliennes sur les électeurs arabes qui se déplaçaient massivement vers les urnes. Netanyahou qui a tenté de balayer d'un revers de la main cette déclaration. Mais une poignée de main avec Donald Trump, après que celui-ci ait déclaré que les musulmans devaient être interdits d'entrer du territoire des États-Unis, n'aurait pas été la meilleure photo qui soit pour Netanyahou. Évidemment. Avi, si Donald Trump est élu président des États-Unis l'an prochain, comment Jérusalem va, gérer sa relation avec Washington ? Premièrement, Trump ne va pas être élu président. Attention, on va vous ressortir cet extrait dans un an si vous vous Oui, trompez. je suis sur le plateau, vous me le ressortirez. Je ne sais même pas s'il va être le candidat des Républicains, ok ? Mais même s'il l'est, il va pousser beaucoup de votants en Amérique de voter pour un démocrate, que ce soit Hillary Clinton ou quelqu'un d'autre. Mais mettons qu'il soit élu président des États-Unis, Israël fera tous les efforts
pour avoir avec lui des relations de travail, comme on en a eu avec beaucoup de présidents. Il y a eu en Amérique, comme vous le savez, beaucoup de présidents très pro-israéliens, d'autres qui l'étaient moins. On a essayé de travailler avec tous. On n'a pas eu un clash énorme avec aucun de ces présidents. Même, vous prenez Bibi Obama, il continue à travailler, même s'il ne s'aime peut-être pas beaucoup. C'était le cas entre George Bush, le père, et Shamir. D'autre part, il y a eu des présidents américains très pro-israéliens. Nous en avons eu de toutes les classes et de toutes les couleurs, on peut dire. Et je suis certain que si, par un extrême hasard, il était élu président des États-Unis, Israël ferait tout son possible pour bien travailler avec lui. Mais vous pariez sur la défaite de Trump, peut-être pas à la primaire, mais en tout cas au scrutin national. Je connais les Américains. Ceux qui votent pour Trump, c'est une minorité de 17-20%, quelque chose comme ça. Donc, je suis ici. C'est un pari que je tiendrai avec vous, Julien. Merci beaucoup, Avi Pazner. On s'en souviendra évidemment l'an prochain. Merci beaucoup, Tal Shalev, de ces explications. Le FN a réalisé une percée historique au premier tour des élections régionales. Alors comment expliquer cette popularité en hausse et constante du Front National? Entre les deux tours, nous avons contacté la sociologue et politologue Nona Mayer du Centre de recherche de sciences politiques à Sciences Po Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Marine Le Pen a réussi à élargir sa base électorale, notamment auprès des jeunes, puisque 30% des 18-24 ans ont voté FN. Comment est-ce que vous expliquez cette popularité auprès des jeunes ? D'abord, je voudrais nuancer, parce que les jeunes, c'est aussi la catégorie qui vote le moins. Vous savez que 30% des jeunes sont allés voter dans ces élections. Donc, c'est certains jeunes. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel jeune. C'est les jeunes qui n'ont pas le bac. Les jeunes qui ont un problème pour s'en sortir sur le marché du travail, qui n'ont fait que des petits diplômes. Donc, voilà une des raisons. C'est les gens pour qui la vie est difficile aujourd'hui. Mais certaines franges de la population qui étaient très anti-FN commencent à être séduites par le Front National, comme des enseignants, des homosexuels, des juifs. Comment est-ce que vous expliquez ce glissement ? D'abord, c'est un processus lent et progressif. Donc, ça fait longtemps que le Front National se développe dans toutes les tranches de la population, mais dans certaines plus que d'autres. Il continue à y avoir très peu de cadres supérieurs et de diplômés du supérieur qui votent pour lui, 15-16%. Et vous avez parlé des Juifs. Oui. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Marine Le Pen a réussi à dire quel est le rempart contre l'islamisme radical. Et effectivement, on a une étude qui a été faite justement dans notre livre sur les faux semblants du Front National par Jérôme Fourquet pour montrer qu'en 2002, du temps du père, il y avait à peu près 4% de l'électorat français qui se déclarait de religion juive qui votait pour son père. Mais là, en 2012, avec Marine Le Pen, on est passé à un peu plus de 13%. Oui. Donc, son discours marche auprès d'une communauté juive qui, en France, a peur avec la montée spectaculaire des actes antisémites que l'on observe en gros depuis 2000, depuis le début de la seconde intifada, et qui s'est accéléré en 2014. Mais alors, à quel point le vote FN est un vote d'adhésion aux idées du parti et non un vote de rejet des autres formations politiques ? Ça, c'est un peu la tarte à la crème. Dans tout vote, il y a à la fois de la protestation et du rejet et de l'adhésion. Mais je dirais que chez Marine Le Pen, il y a les deux très clairement. C'est un vote de rejet d'une classe politique qui est jugée incapable, qu'elle soit de droite ou de gauche, à résoudre le problème numéro 1, qui est le chômage. Mais c'est aussi un vote d'adhésion parce qu'il y a une caractéristique à ces électeurs, quelle que soit l'élection, ceux du père et ceux de la fille. 94% d'entre eux estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Ce qui les caractérise, c'est ça, c'est le rejet de l'autre. Pour eux, c'est ça qui est le plus important au moment de voter. Mais est-ce que la voie est tracée maintenant pour Marine Le Pen pour 2017 ? Oh, il ne faut surtout pas faire de la politique fiction, c'est encore loin 2017. Mais il faut dire que ça ne dépend pas seulement d'elle. Il y a un contexte qui pour elle est extrêmement favorable. Le chômage, les chiffres du chômage ont encore augmenté. On est dans un contexte international qui fait peur. On voit les flots de réfugiés qui arrivent en Europe, même si la France n'est pas le pays qui en accueille le plus. Il y a eu les attentats du 13 novembre. Tout cela est bon pour un parti qui met au cœur de son programme la lutte contre l'immigration, contre l'islam radical et des thèmes sécuritaires. Donc, elle peut augmenter encore. Mais rien n'est joué. Et n'oublions pas quand même que 54% des Français estiment encore aujourd'hui que ce parti est un danger pour la démocratie, que 54% estiment que ça serait grave qu'elle gagne 2 régions dans ces élections dimanche, et que à peine un tiers considère que ce parti est capable de gouverner la France.
Donc la route est encore loin avant l'Elysée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avant de refermer cette émission, notez que la semaine prochaine, vous pourrez retrouver une édition spéciale de Tout un monde. Nous ferons la rétrospective de l'année 2015 en compagnie de Christophe Barbier, le directeur de la rédaction du journal L'Express. Je vous propose d'écouter un extrait de son interview que vous pourrez retrouver la semaine prochaine. C'est une année terrible pour la France, marquée par des attentats au début et à la fin, marquée par la montée en puissance du Front National et marquée aussi par un échec sur le front du chômage. Économiquement, beaucoup de pays s'en sortent en Europe, beaucoup de pays comparables à la France s'en sortent et la France s'enfonce. Elle creuse ses déficits, elle creuse sa morosité, elle creuse sa dépression nerveuse. On ne peut que s'inquiéter sur les 500 jours qui nous séparent de la présidentielle. Voilà, et donc l'interview complète de Christophe Barbier, ça sera la semaine prochaine dans Tout un monde. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Le Monde tel que nous l'avons vu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Passez une excellente semaine.